Christian, bonjour. Bonjour. Les élections américaines approchent à grands pas et tout le monde se dit qu'elles constituent un enjeu pour les marchés financiers, pour la bourse particulièrement. Alors vous avez essayé d'évaluer l'impact que pourrait avoir la victoire d'un camp sur un autre pour les marchés boursiers. Le graphique qu'on a sous les yeux montre donc la réaction du S&P 500, la réaction historique, puisque vous avez pris toutes les élections passées et mesuré en fait l'incidence sur le marché américain. Voilà, on a regardé véritablement quand il y avait une victoire assez large au niveau du Congrès et de la présidentielle et on regarde quel est l'impact sur 3, 6 mois, voire un an sur le comportement boursier. Alors vous dites bien victoire du candidat à la présidence et il a la majorité au Congrès dans le cas de figure que vous avez illustré avec ce graphique. Voilà, ça c'est le cas de figure idéal. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on a un nouveau président qui va pouvoir mettre en place sa politique économique. Et donc là, on est vraiment sur un impact lié à son programme qu'il a vendu durant la campagne électorale. Bon, ce que l'on voit, et c'est sans aucun parti pris, c'est que ce sont les républicains qui ont plutôt la cote sur les périodes brèves que vous avez étudiées. Une semaine avant leur victoire à la présidence et au Congrès, le S&P 500 monte en moyenne. Une semaine après le résultat, il monte aussi. Côté démocrate, c'est positif une semaine avant qu'il ne remporte la présidence et le Congrès en moyenne, mais la performance du S&P 500 est toujours en moyenne négative une semaine après. Sur des périodes d'un mois, 3 mois, 6 mois et même un an, le bilan est également favorable aux républicains. Oui, c'est assez logique, parce que les républicains, généralement, ont un programme plutôt de baisse d'impôts, souvent en direction des entreprises. Et donc la bourse, on l'a vu avec M. Trump, on a eu des très belles années boursières durant la présidence de M. Trump. Les baisses d'impôts, c'est un élément qui stimule la performance boursière, alors que du côté démocrate, on est plus sur des hausses d'impôts, une répartition, peut-être des coûts pour les entreprises. Rappelez-vous l'Obamacare, l'Obamacare, c'était une assurance sociale pour les Américains, mais ça veut dire aussi un coût pour les entreprises. Et donc en général, c'est plutôt perçu négativement par la bourse. Mais ça veut dire qu'en l'espèce, là, si on considère les choses du point de vue boursier et uniquement boursier, les marchés seraient plutôt favorables à une victoire de Trump sur Biden ? Alors, en théorie, on va dire l'histoire nous le dit, mais vous savez que les résultats passés ne laissent rien présager sur l'avenir. Et là, on en est totalement dans le cas. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, les marchés pourraient bien réagir. Ça serait un contre-exemple historique. Pourraient bien réagir à une victoire de M. Biden. Alors, c'est pas une question de politique. Pour être honnête, j'ai toujours pensé que les marchés étaient apolitiques. Ils se moquent, ils mettent pas de jugement de valeur, que ce soit M. Trump, M. Biden. Mais ce qu'ils regardent aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va débloquer la situation politique aux États-Unis. Le vrai élément qui catalyse véritablement et qui fait peur aux investisseurs, c'est le fait qu'on a un État américain qui est complètement figé, alors qu'on a une crise économique qui est là et qui nécessite quand même un vrai plan de soutien à l'économie. Donc ce que vont apprécier les marchés avant toute chose, c'est la victoire de l'un ou l'autre des candidats assortie d'une victoire de son parti au Congrès, c'est ça ? Oui, faut vraiment qu'il y ait un déblocage. C'est-à-dire, il ne faut pas se retrouver dans la situation des Belges, vous savez, où il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de décision. Alors on pourrait dire que c'est peut-être bien, en temps normal c'est bien, mais quand vous avez une crise économique profonde qui vous faut un plan de relance, à ce moment-là, il faut vraiment une majorité claire au Congrès et qui soit du même avis que le président qui est au pouvoir. Mais est-ce que les marchés ne risquent pas de réagir négativement tout de même à l'élection de Joe Biden, dont le programme a une connotation sociale très forte ? Il prévoit une hausse du salaire minimum et des hausses d'impôts significatives pour les entreprises. Or, celles-ci, jusqu'alors, bénéficiaient d'une tendance plutôt à la baisse de leur fiscalité. Alors, c'est vrai que le programme démocrate, il est quand même sur une hausse des impôts, notamment sur les impôts sur les sociétés et plus particulièrement quasiment un doublement de l'impôt sur les profits réalisés à l'étranger. Donc, ça, c'est un vrai impact sur l'indice S&P et les grosses valeurs américaines qui sont très internationalisées. Donc, je ne vous dis pas que c'est neutre. Si vraiment il met en place son programme, ça sera un effet très négatif. Ça peut aussi avoir un impact assez fort sur certains secteurs. On pense notamment à tout son programme qui va vraiment pénaliser les sociétés pétrolières. Donc, ça peut jouer
jouer sur le secteur pétrolier. Donc il y a des vrais impacts négatifs boursièrement. Seul élément, c'est que on va se projeter au moins à horizon 1 an, on va dire. À horizon 1 an, là, ce ne sera pas le problématique. Est-ce qu'il va monter les impôts? Il ne va pas pouvoir monter les impôts vu la situation économique. Ce n'est pas le moment. Et vu la situation économique, ça va être plutôt le volet dépenses qu'on va regarder que le volet imposition. Et là, à très court terme, s'il est élu, que ce soit M. Trump ou M. Biden, on va être sur le volet dépenses, le volet creusement du déficit public pour soutenir l'économie. Donc, ce qu'on va plus regarder finalement dans les deux programmes, c'est quel est véritablement l'impact et le stimulant qu'on va avoir sur l'économie sur l'année prochaine. Après, je ne dis pas que dans la suite du mandat, il peut y avoir des différences, mais à très court terme, c'est vraiment le soutien à l'économie qui sera le plus regardé. Bon, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut impérativement, quel que soit le vainqueur, qu'il y ait un alignement entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire pour que, en gros, l'État américain puisse fonctionner normalement. Ça, c'est prioritaire. Mais si on aboutit à la situation plus complexe où on a une majorité présidentielle, mais pas une majorité parlementaire, alors là, on est dans le pire des mondes? Alors, on sera sur une réaction, à mon avis, plutôt négative des marchés à court terme. Hein. Ça, c'est un élément qui peut faire peur au marché, surtout que dernièrement, là, ils jouaient plutôt quand même une large victoire des démocrates. Mais là, ça peut faire un petit peu peur au marché parce qu'on va se dire, qu'est-ce qui va ressortir de ça? Comment on va pouvoir gérer l'économie? Et là, on sera véritablement sur des positions alors, est-ce qu'il y aura une capacité de trouver un consensus? Et là, on repartira sur des négociations. Et on a vu qu'en tout cas, sur toute la présidentielle de M. Trump, à partir du moment où il a été réellement en difficulté, il n'avait plus une majorité très claire au niveau du Congrès, on a vu que ça a quand même beaucoup gelé sa politique économique. Et ça avait été vrai aussi à l'époque d'Obama. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une crise sanitaire. Donc aujourd'hui, je pense que la réaction de court terme des marchés sera quand même relativement négative si on n'a pas une majorité claire qui se dessine à l'issue de ces élections. Est-ce que le plus gros risque, ce n'est pas justement aussi la contestation de ce vote si on n'a pas de majorité très large qui se dessine? C'est aussi la principale crainte, hein, quelle que soit la couleur de celui qui l'emporte. Alors, ce qui serait peut-être le pire des scénarios et qui laisserait la porte ouverte à beaucoup de contestations, ça serait que dans un premier temps, sur le vote direct, on a une victoire d'un des candidats. On pense notamment à M. Trump parce que les républicains votent généralement moins par correspondance et plus directement le jour de l'élection. Donc on a une victoire à ce moment-là partiel de M. Trump, et puis que derrière, avec le dépouillement des votes par correspondance, on ait un renversement de situation et une victoire des démocrates. Alors pourquoi c'est plus important que les autres années? Parce que là, on est déjà à près de 10 millions d'Américains qui ont voté par correspondance, alors qu'à la même époque, lors des précédentes présidentielles, on était à peine à 1 million à la même époque. Donc on voit qu'il y a eu quand même une explosion du nombre de votes par correspondance. Ça veut dire un poids dans le résultat final de ces votes par correspondance beaucoup plus important, et donc derrière, ça laisse la porte ouverte naturellement à toute contestation, contestation sur la validité de ces votes, et puis peut-être le recomptage, parce qu'on sait derrière, alors pour la petite histoire, on va peut-être regarder jusqu'à quelle période le tampon de la poste, est-ce que le tampon a été bien tamponné, s'il a été mal tamponné, qu'on ne lit pas, est-ce que ça a été envoyé dans les temps, on pourra peut-être contester ce vote. Bon, vous voyez, ça laisse la porte ouverte à beaucoup de recomptage, de contestation, et puis de contestation juridique aussi, s'il y a des signalements de fraude. Donc ça signifie que si on a une victoire par une courte marge de Joe Biden, on pourrait avoir la présidence Trump qui se barricade à la Maison-Blanche et qui engage un bras de fer juridique pour contester l'élection en clamant qu'elle lui a été volée. Idem d'ailleurs si Trump l'emporte lui par une courte marge. On pourrait également avoir Joe Biden qui conteste l'élection. C'est un peu le risque en termes de communication. Et puis surtout, le risque, c'est que ce que jouent un peu les marchés, c'est une élection rapide avec une victoire d'un des partis. Et puis derrière, on arrête de se battre au niveau du Congrès. Alors, même si les nouveaux qui vont arriver au Congrès, ça sera en janvier, mais ceux qui sont en place actuellement, s'il n'y a plus d'enjeu présidentiel, ils pourraient voter très rapidement un plan de soutien à l'économie. Il y a beaucoup moins d'enjeux politiques aujourd'hui. Ils ne veulent pas voter parce qu'ils ne veulent pas donner à l'autre l'image qu'il a réussi à faire voter ce plan de relance. Maintenant, si on enlève cette image qui a une victoire claire et nette, on va dire que le plan risque d'être voté assez rapidement. Le problème, c'est que si on n'a pas de victoire, qu'on est en contestation, qu'on est sur une bagarre républicain-démocrate, le plan il sera mis de côté. Et pendant ce temps-là, on va avoir tout au long du 4e trimestre une dégradation de l'économie, beaucoup d'incertitudes. Et puis en janvier, on verra ce qui sortira. Mais rappelez-vous ce qui s'était passé à l'époque de l'élection de Bush. Pour l'instant, ça sera un signal envoyé au marché qu'il y a une paralysie pour le 4e trimestre pour l'économie américaine.
américaine. Et ça, c'est un scénario qui est très, très négatif. Donc, selon vous, si Biden l'emporte avec une majorité claire et nette, ça sera perçu positivement par le marché, puisque Biden aura d'abord à gérer l'urgence avant d'appliquer son programme. Mais je crois savoir que vous n'avez pas tout à fait la même perception en cas de victoire sans appel de Trump. Alors, ça tient à la personnalité de M. Trump, hein, clairement. Mais alors, sur le court terme, hein, il va essayer de faire un plan de relance aussi, il fera un plan de soutien. Donc, je dirais qu'il n'y a pas forcément sur le très court terme de beaucoup de différence par rapport à M. Biden, parce qu'il va vouloir utiliser les mêmes leviers, hein, de dépenses et de soutien de l'économie. Il a aussi un plan d'infrastructure, hein, dans ses cartons. Alors, c'est plus problématique, hein. Il n'a jamais réussi à le faire passer sur son premier mandat. On verra s'il réussit au deuxième mandat. Mais en tout cas, il n'y aura pas forcément de différence. Par contre, vraiment, moi, l'interrogation que j'ai, c'est est-ce qu'il ne sera pas source de volatilité très forte sur les marchés, parce que derrière, il n'y a plus de limite à M. Trump, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'échéance électorale. On sait qu'il est républicain, mais son but, ça ne sera pas de faire réélire les républicains dans 4 ans. Lui, son but, ça sera véritablement de dire ce qu'il pense, de tweeter ce qu'il pense, et derrière, on voit, il y aura clairement une surenchère dans la guerre commerciale avec la Chine. Donc, il y a quand même un risque qu'il y ait un durcissement du ton de M. Trump, parce que jusqu'à maintenant, il préserver quand même son électorat. Il voulait pas se mettre à côté la classe moyenne. Il voulait, bon, il avait son électorat, son noyau dur, hein, qui est républicain, mais il est obligé d'aller au-delà des républicains. Les républicains, c'est 35% de la population. Donc, c'est pas suffisant pour se faire élire. Il faut ratisser beaucoup plus large quand on est président. Là, maintenant, il n'y a plus d'échéance électorale. Alors, il y aura les élections du mi-terme, mais on voit que s'il a vraiment une majorité, je pense qu'on va avoir beaucoup de tweets et beaucoup de volatilité sur les marchés, parce qu'on va avoir un Trump très en forme. Bon, si d'aventure on n'a pas le scénario que vous escomptez pour les marchés, c'est-à-dire une majorité présidentielle alignée avec une majorité parlementaire, quel que soit le candidat, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'investisseur ? Alors, très court terme, on reste quand même. Il y a la place pour une petite correction des indices actions, hein. Je pense qu'on aura une performance négative. Alors, je vous dis pas que c'est un crack action, hein. Il y aura pas d'un seul coup un effondrement de la bourse, mais globalement, je pense qu'on peut corriger parce que véritablement, ça va vraiment donner de l'incertitude sur la politique économique, la politique budgétaire sur cette fin d'année. Et ça, c'est un élément clé qui soutient aujourd'hui la valorisation des marchés actions. Alors, ça sera la réaction de court terme. Après, il faudra laisser un peu tout ça reposer, voir un petit peu si on arrive à un accord. Les négociations reprendront, mais en tout cas, à très court terme, c'est un vrai élément baissier pour la bourse américaine. Ensuite, bon, c'est difficile de se projeter aujourd'hui, hein, mais je pense qu'il y aura quand même une volonté, aussi bien démocrate que républicain, de trouver un terrain d'entente, mais on voit que ça complexifiera, et puis surtout, hein, on voit que derrière, ça sera une lutte acharnée. Donc, ça veut dire que chaque plan de relance, chaque plan d'infrastructure, ça sera une négociation entre républicains et démocrates. Donc, ça voudrait dire du retard, pas d'efficacité à très court terme. Donc, ça entraînera quand même une révision des perspectives économiques sur l'année prochaine aux États-Unis. Oui, mais ça nécessitera du coup le soutien, encore une fois, indéfectible de la Fed. La Fed sera là. Mais la Fed, elle ne peut pas tout. Là, c'est-à-dire qu'on le voit à la limite aujourd'hui, la Fed peut maintenir des taux d'intérêt très bas pour permettre à l'État fédéral de s'endetter et pas faire défaut sur sa dette. La Fed peut faire des prêts de trésorerie aux entreprises, mais elle ne peut pas forcer les entreprises à investir. Les entreprises n'investiront que si elles ont des perspectives de demande. Et ces perspectives de demande aujourd'hui, elle ne viendra pas forcément des ménages américains qui vont commencer à souffrir de cette crise, qui vont voir une baisse de leurs revenus. Ça ne viendra pas forcément des entreprises américaines qui sont très endettées et qui n'ont pas envie d'investir. Donc la demande, finalement, le moteur de la croissance à très court terme, hein, sur l'année prochaine, c'est essentiellement la politique budgétaire. Donc tout signal qui indique que cette politique budgétaire sera moindre, négociée, en tout cas pas sur les mêmes échelles que ce qu'on pourrait attendre, et puis avec des longs débats parlementaires, ça amenuise quand même les perspectives de rebond et de capacité de rebond de l'économie. Et donc même si la Fed est là, elle ne peut pas tout. Bon, on a bien compris qu'en tout cas, il fallait surveiller attentivement la tournure que prendraient les élections présidentielles américaines. Christian, merci. Merci.